Thèse 244e. Il fut un temps où l'on avait coutume d'accorder une flatteuse profondeur aux Allemands. Aujourd'hui, où le type triomphant de la nouvelle germanité aspire à de tout autres honneurs et déplore peut-être le manque d'allant de la profondeur, l'heure est venue de se demander, dans un souci patriotique, si cet éloge ancien n'était pas erroné, bref, si la profondeur allemande n'est pas, au fond, quelque chose de tout différent et de pire, quelque chose dont, grâce à Dieu, nous sommes en bonne voie de nous débarrasser. Essayons donc de voir sous un autre jour cette profondeur allemande. Il suffit pour cela de disséquer un peu l'âme allemande. L'âme allemande est avant tout multiple, hétérogène, plus composée d'éléments juxtaposés et superposés que véritablement structurés. Cela tient à son ascendance. Un Allemand qui oserait dire « Hélas, je sens deux âmes en moi » serait à côté de la vérité, ou plutôt en dessous de la vérité, car il a de nombreuses âmes. Peuple fait d'un mélange bigarré de races, avec peut-être une prédominance de l'élément préarien, peuple du milieu, dans tous les sens du mot. Les Allemands sont à leurs propres yeux plus insaisissables, plus amples, plus contradictoires, plus imprévisibles, plus surprenants, plus effrayants même que tous les autres peuples. Ils échappent à la définition, et pour cette raison, déjà, ils font le désespoir des Français. Chez les Allemands, la question de savoir ce qui est allemand reste toujours d'actualité, et c'est là un trait typique. Kotzebue connaissait sans doute assez bien ces Allemands. Ceux-ci l'applaudissaient. Vous nous avez dépeints tels que nous sommes. Mais Sand croyait aussi les connaître. Jean-Paul savait ce qu'il faisait quand il s'insurgea contre les flatteries et les exagérations de Fichte, mensongères mais patriotiques. Mais il est probable que Goethe avait des Allemands une autre opinion que Jean-Paul, même s'il lui donna raison contre Fichte. Quelle fut au juste l'opinion de Goethe sur les Allemands? Il ne s'est jamais exprimé clairement sur un grand nombre de choses et s'entendit toute sa vie à observer un silence avisé. Sans doute avait-il de bonnes raisons pour cela. Ce qui est certain, c'est que les guerres de libération ne l'enchantèrent pas. Si non plus la Révolution française, l'événement qui le détermina à repenser son Faust et même tout le problème de l'homme, ce fut l'apparition de Napoléon. Il est des paroles de Goethe où il s'exprime avec tant de dureté et d'agacement sur ce qui fait l'orgueil des Allemands qu'elles semblent sortir de la bouche d'un étranger. Il définit un jour le fameux Gemüt allemand, l'indulgence pour les faiblesses d'autrui et pour ses propres faiblesses. A-t-il tort? Ce qui caractérise les Allemands, c'est qu'on a rarement tout à fait tort, quoi qu'on dise d'eux. L'âme allemande a en elle des mines et des contre-mines. On y trouve des cavernes, des cachettes et des oubliettes. Son désordre a souvent le charme du mystère. L'Allemand connaît les sentiers détournés qui conduisent au chaos. Et comme tout être aime son symbole, l'Allemand aime les nuages et tout ce qui est trouble, mouvant, crépusculaire, humide et voilé. Il ressent comme profond tout ce qui est incertain, inaccompli, fugace, en devenir. L'Allemand lui-même n'est pas, il devient, il évolue. C'est pourquoi l'évolution constitue la trouvaille et la contribution spécifique des Allemands dans le vaste domaine des formules philosophiques. Idée maîtresse qui, en étroite union avec la bière allemande et la musique allemande, s'emploie à germaniser l'Europe entière. Les étrangers restent étonnés et séduits devant les énigmes que leur pose la nature contradictoire qui gît au fond de l'âme allemande. Hegel l'a mise en système et Wagner tout récemment en musique. Bonhomie et perfidie. La juxtaposition de ces deux mots serait absurde, appliquée à n'importe quel autre peuple. Malheureusement, elle ne se justifie que trop souvent en Allemagne. Allez donc vivre un peu chez les Souabes.
La pesanteur du savant allemand, son mauvais goût en société s'accorde terriblement avec un funambulisme intérieur et une audace désinvolte que tous les dieux ont déjà appris à redouter. Voulez-vous saisir sur le vif l'âme allemande? Alors considérez le goût des Allemands, les arts et les mœurs des Allemands. Quelle indifférence rustique à l'égard du bon goût! Quel voisinage du plus noble et du plus vil! Quel désordre et quelle richesse dans toute l'économie de cette âme! L'Allemand traîne son âme derrière lui. Il traîne derrière lui tout ce qu'il vit. Il digère mal les événements qui lui arrivent. Il n'en finit jamais avec eux. La profondeur allemande n'est souvent qu'une lourde et longue digestion. Et comme tous les valétudinaires, tous les dyspeptiques ont tendance à aimer leur aise, l'Allemand aime la franchise et la probité. Comme il est commode d'être un brave homme débordant de franchise. C'est peut-être aujourd'hui, de tous les déguisements auxquels l'Allemand s'entend si bien, le plus dangereux et le plus réussi que cette honnêteté allemande qui s'est inspirée confiance, se montrer prévenante et jouer carte sur table. Elle constitue le méphistophélisme propre à l'Allemand. Elle peut encore le mener loin. L'Allemand s'abandonne, vous considère de ses yeux bleus, vides et fidèles de braves Allemands, et l'étranger qui se laisse prendre au jeu le confond tout de suite avec sa robe de chambre. Voici où je voulais en venir. Quoi qu'il en soit de la profondeur allemande, entre nous, n'est-ce pas, nous nous permettons peut-être d'en rire, nous ferons bien d'en conserver l'apparence et d'honorer encore le bon renom qu'elle nous a valu, de ne pas troquer inconsidérablement notre vieille réputation de peuple profond contre le dynamisme prussien, la blague et le sable berlinois. Rien de plus sage pour un peuple que de se faire passer pour profond, malhabile, débonnaire, honnête, naïf, que de se laisser juger de la sorte. Ce serait même profond de sa part. Et enfin, il faut faire honneur à son nom. On ne s'appelle pas en vain Das Tische Volk, le peuple trompeur.